Il y a un homme sur Terre que les plus grands de ce monde appellent quand ils ont besoin d'un immeuble. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez forcément déjà vu l'une de ses œuvres. Si je vous montre ça, ça ou encore ça, et que je vous dis que des plus grands comme Steve Jobs l'ont supplié de travailler pour lui, vous me dites non mais Romain, l'histoire me paraît incroyable, il faut que tu me la racontes. Installez-vous, posez-vous tranquillement, parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter comment Norman Foster est devenu l'un des plus grands architectes de ce monde. Lord Norman Foster is here. Architecture critic Paul Goldberger once called him the Mozart of modernism. I'm Norman Foster. I'm an architect. My world is cities and buildings. Thank you, Norman, for accepting this interview. Norman Foster est né le 1er juin 1935 à Reddish, en banlieue de Manchester, dans une famille modeste. Son père bosse dans une usine de peinture automobile et sa mère est employée dans une pâtisserie. En étant enfant, il est passionné par le dessin et le modélisme. C'est vraiment pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis très longtemps. Mais lui, son truc, c'était pas les voitures comme moi au tout début sur YouTube, c'était les avions. D'ailleurs, il raconte que son premier vrai dessin d'architecte, c'est le schéma d'un avion gigantesque qui atteint sa vitesse de décollage en détendant plein d'élastiques géants comprimés. Il a de l'imagination et quelque chose comme 5 ans et demi, donc on va lui pardonner l'aspect un poil dangereux de son invention. On avance dans les années, et à 16 ans, ses parents n'ont pas vraiment les moyens de lui faire des études dans l'aviation, et les derniers résultats de Foster à l'école ne les encouragent pas non plus. Il est pas foufou, et il se retrouve du coup un peu malgré lui à passer le concours de secrétaire à la trésorerie de la mairie de Manchester, loin de ses ambitions, mais Norman n'a pas dit son dernier mot, et après son service militaire comme radariste dans la Royal Air Force, il trouve un poste d'assistant gestionnaire de contrat dans un cabinet d'architecte. Alors, oui, les contrats, c'est chiant, ça l'ennuie profondément, mais il découvre quelque chose d'un peu plus intéressant en sympathisant avec l'un des archis. Il découvre leur métier d'architecte et c'est à ce moment-là qu'il pose cette question à un jeune dessinateur de la boîte: comment est-ce qu'on devient architecte? Et c'est là que Norman reçoit ce conseil qui va changer sa vie à jamais: fais-toi un portfolio d'architecte. Même sans diplôme, tu pourras montrer ton travail. Foster va alors passer des nuits à dessiner des croquis et des plans. Un matin, il trouve le courage de frapper à la porte du boss pour lui montrer ce qu'il a fait. Le lendemain, il revient au travail, mais en étant cette fois-ci dessinateur. Il fait ça un moment, mais Norman doit se rendre à l'évidence. Il a trouvé sa voie. Il est très inspiré, mais il manque de méthode et d'outils. Alors il s'inscrit à l'école d'architecture de Manchester, et comme il n'arrive pas à obtenir de bourse, il va faire des petits boulots à côté pour financer ses études. Vendeur de glace, surveillant, employé dans une boulangerie. Parce que ce n'est pas fini, il est tellement bon qu'à la fin de son cursus à Manchester, il obtient une bourse. Enfin, qui lui permet d'aller étudier dans la très prestigieuse université de Yale aux États-Unis. Il va être formé par les meilleurs et rencontrer un certain Richard Rogers, son futur associé. Après leurs études à Yale, Norman Foster et Richard Rogers fondent le cabinet Team 4 avec une équipe de choc, dont leur future femme. Et en fait, ils ont une conviction, il faut renouveler le modernisme. En gros, ce qu'on appelle le modernisme, c'est né dans le début du XXe siècle avec l'apparition du béton et une plus grande facilité à produire de l'acier et du verre. Mais c'est aussi l'idée de privilégier la fonctionnalité. On arrête les ornements, les moulures et place à la simplicité. On va pas se mentir, c'est aussi une question de coût. Il y a un moderniste français d'ailleurs très connu, Le Corbusier, qui a employé une expression parlante pour définir l'habitation moderniste, une machine à habiter. Bon, eux, devinez quoi ? Ça les fait chier, mais profondément. Voilà. Et je crois que je comprends pourquoi. Le premier projet de Norman répond à un brief très simple. Son client veut construire un abri sur sa propriété pour s'abriter du vent, regarder le lac en face, lire, chiller quoi. Et à l'époque, n'importe qui aurait d'abord pensé à une petite cabane design. Non. Foster va dessiner une sorte de cockpit à moitié enterré avec une verrière coulissante. Regardez-moi cette beauté. Je trouve ça incroyable. Moi je trouve en tout cas qu'on dirait vraiment une V1 en pleine forêt de l'Apple Store de la 5e avenue. Oui, c'est Norman qui a fait cet Apple Store, et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, vous le savez, parce qu'on a fait une vidéo sur son histoire. Sinon, désolé pour le spoiler, vous pourrez regarder cette vidéo juste après. En tout cas, le client, super content de sa cabane dans sa forêt, propose à Foster un deuxième projet, une mission: construire une résidence au sommet d'une colline et qui donne l'impression d'en faire partie. La merveille qu'ils feront sortir de terre leur vaudra leur premier prix d'architecture. Le business est lancé, Team 4 va dessiner une usine qui sera considérée comme le premier bâtiment industriel high-tech, et pour la petite anecdote, ils ont aussi conçu le Skybreak House qu'on a pu voir dans le film Orange Mécanique. On avance et quelques années plus tard, c'est la fin de Team 4. Le cabinet ne résiste pas à la rivalité entre Foster et Rogers et aux différentes embrouilles entre les deux couples. Un poil prévisible.
bosser en famille, mais bon, peu importe. Maintenant, Foster sait que sa mission sur Terre sera de créer des bâtiments uniques et extraordinaires. Et la suite va lui donner raison. En 1968, il fonde Foster Associates. Pour info, le Associate, c'est sa femme, en vrai, voilà. Et les débuts sont durs. Foster a des petits projets, agrandissement de salon ou de cuisine, rien de bien excitant pour lui. À côté, il donne des cours pour gagner un peu plus d'argent. Mais si cette vie à son compte est difficile, pas question d'abandonner et de se faire recruter dans un cabinet. Son premier gros contrat solo, c'est pour une compagnie de fret maritime. Le brief, construire des bureaux pour les cadres et des commodités pour les dockers qui exigent des meilleures conditions de travail. La réponse de Foster va être brillante. Pas une fois, mais deux. D'abord, il va réunir les dockers et les cadres dans le même bâtiment pour briser les barrières de classe. Pour Norman, l'architecture, c'est pas seulement dessiner un bâtiment, c'est aussi penser à comment il sera occupé. Et ensuite, il va imaginer de grandes surfaces vitrées sans support visible pour permettre une grande luminosité. C'est une révolution à l'époque, surtout dans ce domaine. Ce bâtiment lui fait faire la une des magazines d'architecture et c'est le début de la Foster Mania. Tout le monde le veut. Pour une compagnie d'assurance, il invente une sorte d'open space avec gymnase, piscine et jardin sur le toit. Esprit start-up bien avant l'heure et il signera aussi le Sainsbury Center for Visual Arts avec son squelette extérieur visible et son grand espace intérieur sans délimitation. Norman pousse le minimalisme et la pureté de ses espaces au point de mettre les serrures des portes en verre au niveau du sol. Et là, on commence à comprendre pourquoi il s'est si bien entendu avec Steve Jobs. Pardon, encore un spoiler si vous n'êtes pas abonné. Et vous voyez le bouton abonnement là, il n'a pas été dessiné par Norman Foster. Et je sais que si ça avait été le cas, vous auriez déjà tous cliqué dessus. Donc, s'il vous plaît, vous vous abonnez, et peut-être qu'un jour, quand on sera 10 millions d'abonnés, je pourrais renégocier un redesign. Bref, dans cette série de projets, Norman va obtenir le contrat du siècle, le siège de la banque HSBC à Hong Kong. Plus malin que les autres, il a intégré des éléments culturels comme le Feng Shui, un art chinois d'aménagement de l'espace pour harmoniser l'énergie environnementale afin de séduire la direction. Et lors de son inauguration en 1985, c'était tout simplement le bâtiment le plus cher du monde. 1 milliard de dollars. Bon, moi perso, j'aime pas trop. Ça fait un peu fusée SpaceX sans la fusée. Projet suivant ? Un gratte-ciel pour la Commerce Bank à Francfort qui sera la tour la plus haute de l'Union Européenne jusqu'à perdre son titre en 2021 au profit de la Warsaw Tower en Pologne, conçu par Norman Foster, lui-même, évidemment. On est au début des années 90, alors qu'il pense être au sommet de sa carrière, Foster doit affronter un drame terrible. Sa femme Wendy, à ses côtés depuis presque 30 ans, meurt d'un cancer en quelques mois et professionnellement, les choses se compliquent aussi. Le marché de l'immobilier s'effondre aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le 19 octobre, Wall Street a chuté, Paris a suivi. En 3 mois, l'indice a perdu la moitié de sa valeur. Des investissements avaient fait monter les prix en fait, mais l'explosion de la bulle spéculative met un gros stop à de nombreux projets de construction. Et pour Norman, ce sont des projets du coup qui s'annulent parce que l'architecture, ça implique des sommes tellement gigantesques que c'est un secteur évidemment plus sensible aux turbulences économiques. Après cette crise, Foster a beau rafler de très gros contrats, son cabinet continuera d'alterner des périodes de stabilité et de difficultés financières, mais cette crise n'est qu'un détail face à l'annonce qui attend Norman. 2001, son médecin lui diagnostique un cancer de l'intestin à un stade avancé. Il ne lui reste que 3 mois à vivre. Alors, je sais pas comment vous réagiriez face à cette annonce, on se pose pas forcément beaucoup la question, mais perso, je pense que j'arrête tout, j'essaie d'aller dans l'espace, je repilote une Formule 1, enfin, je pense que je flambe un peu, tu vois, je profite. Foster, lui, il se décourage absolument pas, il reste focus, il continue à gérer ses projets en cours, et il tente une opération très lourde, en plus d'une chimiothérapie, et ça a marché. 6 mois après, ce fou fait un marathon de ski de fond, comme si de rien n'était, regardez-le là, il est pimpant, devant une maquette du viaduc de Milo, toujours habillé sobrement et avec style. Bon, son pull ne fait pas partie des collections de ma marque I'm Not, mais peut-être un jour. En tout cas, s'il ne s'était pas accroché, aujourd'hui le monde serait un peu moins beau. La première fois que le mot high-tech est employé, c'est dans un livre de design qui montrait comment les designers et architectes avaient détourné des objets industriels pour en faire des objets domestiques. En architecture, le high-tech, c'est une approche où se confondent intérieur et extérieur, avec des façades révélant l'ossature des bâtiments et des systèmes permettant des intérieurs sans colonnes. C'est aussi beaucoup de verre, avec de la transparence, pour des formes arrondies et des intérieurs vastes et modulables. Quelques exemples, la tour de télévision de Žižkový à Prague, et bien sûr le 30 St. Mary Axe de Foster à Londres qu'on surnomme The Gherkin.
le cornichon. Il y en a qui pensent à autre chose aussi, mais en vrai, voilà. Et le célèbre aussi centre Georges Pompidou à Paris, qu'on qualifie parfois de caricature de l'architecture high-tech. Foster est considéré comme l'un des pères de l'architecture high-tech avec son ancien associé Rogers. Mais il est radical sur le sujet. Il pense que l'architecture ne peut de toute façon pas être autre que technologique. C'est pour ça que j'ai voulu vous raconter cette histoire. Quand ça parle de nouvelles technologies et de business, on adore ça sur la chaîne, alors encore une fois, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Depuis que l'homme est sorti des cavernes, il a été à la pointe de la technologie en repoussant toujours les limites. La technologie fait partie de la civilisation, et être contre la technologie serait comme déclarer la guerre à l'architecture et à la civilisation elle-même. L'histoire de l'architecture est l'histoire de la technologie. Et la technologie a toujours eu une grande importance dans la vie de Foster, et ça, c'est essentiel pour un de ses prestigieux collaborateurs. On y est, il est temps de vous parler de Steve Jobs. Le patron d'Apple, totalement control freak, maniaque du contrôle, admire le travail de l'architecte, et c'est lui qui le contacte en 2009 pour concevoir le nouveau siège d'Apple, et il lui fait une confiance totale. L'une des choses les plus mémorables et peut-être vitales pour le projet, ça a été la phrase de Steve « Ne me considérez pas comme votre client, mais comme un membre de votre équipe ». Le résultat, c'est l'Apple Park, ou Spaceship, que j'ai eu la chance de visiter et sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. C'est un bâtiment parfaitement circulaire de 1,8 km de circonférence qui a été le record mondial de verre courbé, mais surtout, et comme Steve Jobs le voulait, c'est l'un des sites les plus éco-responsables. Il est entièrement alimenté par énergie solaire, l'eau est recyclée pour irriguer les 9000 arbres du parc, et il a été conçu de façon à ce qu'on n'ait pas besoin d'allumer la clim ou le chauffage 9 mois sur 12 dans l'année. Ce bâtiment, c'est vraiment la rencontre entre le génie de deux hommes visionnaires et un lieu où l'engagement écologique de Foster peut plus que jamais s'exprimer. D'ailleurs, il dit « La quête d'un design plus vert et écologiquement responsable n'est pas une question de mode, mais de survie ». Bon alors, qu'est-ce qu'on fait après un tel succès? T'as bossé avec Steve Jobs, t'as fait l'Apple Park, comment on continue à innover et à surprendre? La réponse arrive d'elle-même, quand son cabinet est choisi pour dessiner les plans de Masdar City à Abu Dhabi. C'est la première ville au monde avec comme objectif zéro émission carbone et zéro déchet. Welcome to Masdar City, the city of possibilities. Welcome to Masdar City. Bon, malheureusement, le projet patine et un autre cabinet d'architecture a repris le projet et il s'agirait pour le moment d'une ville fantôme. Peut-être pas plus mal, hein. Bon, l'autre consolation, 2017, son cabinet est chargé d'imaginer et de construire des bureaux qui ont obtenu le score le plus éco-responsable au monde selon une certification spécialisée, ceux de Bloomberg à Londres. Récupération d'eau de pluie pour les toilettes, 500 000 LED pour l'éclairage et des pétales d'aluminium qui servent à diffuser la lumière, refroidir le bâtiment et atténuer le bruit. Pour finir, deux de ces derniers projets sont sans doute parmi les plus futuristes. Le premier, Spatioport, grand public, qu'il a conçu pour Richard Branson, le milliardaire qui veut envoyer des particuliers dans la stratosphère. On a aussi raconté son histoire en vidéo. Tous les liens sont encore une fois sous la description, là dans la description sous la vidéo, comme ça vous pourrez les revoir juste après. Et un projet d'habitation lunaire aussi pour l'Agence spatiale européenne. C'était le second projet, complètement fou, qu'il a aussi réalisé. Que ce soit à travers des bâtiments emblématiques comme The Gherkin, aussi incroyables que l'Apple Park ou fous comme la pyramide de la paix au Kazakhstan, Foster a prouvé qu'on pouvait allier technologie, design et respect de l'environnement à sa manière, et en partant de rien, il a redéfini les codes de l'architecture du monde d'aujourd'hui et de demain, et à l'heure où je vous parle, Norman Foster a 89 ans, lauréat du prix Pritzker, l'équivalent du prix Nobel en architecture. Il a signé de nombreuses œuvres parmi les plus prestigieuses, dont le plus grand aéroport du monde aussi, le Terminal 3 de l'aéroport de Pékin, qui s'étend sur 986 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 140 stades de football. Voilà, j'espère que vous avez vraiment pris autant de plaisir que moi à découvrir et redécouvrir le parcours de Norman Foster et en apprendre un peu plus sur l'architecture. D'autres vidéos sont dispo encore une fois dans la description. À très bientôt si vous avez pensé à vous abonner à la chaîne. Sinon, bah faites-le maintenant, hein, m'emmerdez pas. Salut!